Bonsoir monsieur et bienvenue sur la Dan Broadcasting System et dans votre émission Le Monde ce jour. L'Afrique depuis près de 200 ans et même plus vit presque un drame. Un drame parce que jusqu'en ce jour, 9 mai 2018, l'Afrique apparaît toujours comme un continent colonisé. Après la mise en examen et la garde à vue de Vincent Bolloré à Paris sur les trafics et les corruptions, soupçons de corruption et détournement, usage et faux en écriture fait en Afrique, des Français eux-mêmes se posent la question de savoir pourquoi tant d'avoir pour un seul homme en Afrique, et les Africains à leur tour se demandent si Vincent Bolloré et son groupe Bolloré Logistique Africa ne sont pas un malheur pour l'Afrique. Point d'interrogation, on en débat, c'est acte 1 pour cette édition, la série d'éditions que nous ouvrons sur cette réalité africaine avec les 45 pays africains sur lesquels est installé ce groupe Bolloré Logistique Africa. Pour en débattre ce soir, nous ouvrons un tapis rouge ou déroulons un tapis rouge pour un panafricaniste, celui-là qu'on ne présente plus. Président Bandakani, bonsoir et bienvenue. De vous retrouver tout ce grand plaisir, personnellement. Vous savez, vous êtes un grand journaliste, très bon. Merci. Journaliste. Vous avez été pionnier du combat panafricaniste, il faut le rappeler. J'aime bien le rappeler. Et pour moi, c'est un immense plaisir de me retrouver avec vous et sur votre grande chaîne de télévision, la DBS. Merci en tout cas, merci pour ces compliments, mais je sais aussi que pour ce combat-là, on est parti d'une première phase, une seconde phase, mais vous avez toujours été à toutes les étapes pionniers et je reconnais que vous-même, vous êtes un grand leader panafricaniste. Je vous remercie. Je ne suis pas digne de tels éloges, mais comme vous me le faites, je l'accepte. Merci d'être venu. Alors, vous avez suivi mon introduction. Vincent Bolloré a été mis en examen et puis gardé à vue. C'était inédit. C'est d'ailleurs pour la première fois que cela arrive sur le sol français. Et les plaintes viennent de deux pays, du Togo et la Guinée-Conakry. Alors, lorsque vous entendez cela, vous dites, vous avez déjà parlé de cela depuis 10 ans aujourd'hui. Merci Hubert de rappeler ces antécédents. Dans la dynamique panafricaniste que nous avons initiée, il fallait paramétrer de façon stratégique le combat. Si vous ratez le paramétrage stratégique de votre combat, vous échouez. Ça veut dire quoi, paramétrer le combat sur le plan stratégique? C'est d'identifier ce qu'on appelle les principaux leviers de stratégie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la force à partir de laquelle l'adversaire, l'ennemi se structure pour contrôler votre espace, de manière à anticiper sur vous, de manière à utiliser votre passé. En fait, la force qui est l'arme de combat. Vous l'avez compris. Oui. De manière à utiliser votre passé, votre présent, votre futur contre vous. Oui, oui. C'est-à-dire, on vous retourne contre vous-même. Oui, et il fallait identifier tous ces leviers stratégiques. Et dans ce travail d'identification, nous avons ciblé, nous avons compris que M. Bolloré était une cible stratégique majeure. C'est-à-dire qu'on ne pouvait rien faire de bon dans le continent africain. Qu'on ne pouvait rien faire de bon. Rien faire de bon en Afrique subsaharienne en particulier, sans liquider M. Bolloré. Je pèse le mot. Hein. Sans le liquider. Sans le liquider. Je dis liquider, sans le liquider. Est-ce que vous n'êtes pas excessif? Je n'ai jamais été excessif. Je fais de la géopolitique. Tout à fait. Les faits le démontrent. Oui. Parce que Bolloré, lui, nous liquide. Hein. Oui. C'est clair. Quand vous lisez les documents stratégiques de M. Bolloré, l'Afrique est représentée comme une cible à manger. Une cible à manger. À manger. On vous mange sur le plan géoéconomique. Et ils avaient pratiquement réussi. Comment peut-on accepter qu'un individu, qu'on appelle M. Bolloré, contrôle toute la façade maritime de l'Afrique subsaharienne? Et bien, vous avez vu ça où? Les ports non seulement sont les lieux où les États peuvent lever du cash flow, c'est-à-dire l'argent liquide, c'est vrai. En temps réel. C'est vrai. Mais ce sont les portes d'entrée des nations. Comment pouvez-vous donner la porte d'entrée de vos nations à un individu? Saisissez-vous ça. Le port autonome de Douala. Douala, Mais tous les ports d'Afrique subsaharienne, il a 17 ports. Le port profond d'Akribi, le port de Togo. Je dis qu'il a 17 ports. 17 ports. Ce monsieur, mais comment c'est possible ça? Alors vous pouvez élaborer aucune démarche géopolitique ou bien géostratégique sans maîtriser le paramètre qu'on appelle M. Bolloré. Or, M. Bolloré n'est pas seul, il n'agit pas seul. Oui. Nous sommes là dans le cadre de la géoéconomie. Oui. Expliquons ça rapidement pour que votre spectateur nous suive. Tout à fait. C'est quoi?
C'est d'ailleurs la première émission, c'est une série. Je Parce vous en qu'il est prie. question de comprendre. Ceux qui, en principe, disent que Bolloré n'est pas le malheur de l'Afrique peuvent venir sur ce plateau sans problème. Je les affronterai volontiers. Tout à fait. Mon cher Retondi. Bolloré est le malheur de l'Afrique. Car c'est Bolloré et toute la bande des multinationales qui tuent au Congo RDC. Car c'est à cause de Bolloré et toute la clique des multinationales qui tuent au Congo aux poules chez moi. Car c'est à cause de Vincent Bolloré et toute la clique des multinationales qui tuent au Cameroun. Ils tuent au Cameroun du côté des anglophones. Car c'est à cause de Vincent Bolloré et toute la clique de Bolloré, des multinationales qui tuent au Togo. Car c'est à cause de toute la clique de Bolloré et tout le reste de sa mafia qui se trouve au Canada, aux États-Unis, parce que le Canada, vous suivrez pas mal des émissions où on parle du Canada, que le Canada, il y a pas mal des sociétés secrètes, des sociétés écrans. Donc en RDC, vous avez des multinationales qui volent des minéraux, mais ils ont des sociétés écrans au Canada. Ils ont des sociétés écrans, la majorité des sociétés américaines, ils ont des sociétés écrans au Canada. Mais voilà pourquoi vous voyez le Canada. Tout le temps, il y a des constructions au Canada. Vous voyez au Canada, il y a pas mal des Africains qui vivent. Parce que parmi ces Africains, vous allez bien fouiller, chercher. Il y en a pas mal qui travaillent pour des dictateurs. Et ils se disent, soi-disant des opposants. Mais la vérité triomphera, parce qu'il y en a marre. On ne peut plus continuer comme ça, on en a marre. Pas mal de générations africaines privées de l'eau potable. Pas mal de générations africaines, on les prive de l'électricité. Pas mal de générations africaines, on les prive de soins médicaux. Attendez, il y a des gens qui meurent dans des hôpitaux en Afrique. Nivaquine, il n'y a pas. Aspirine, il n'y a pas. Mais c'est aberrant. C'est aberrant. Non, 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 non. On va continuer à suivre Vincent Bolloré. Le seigneur de la mort de l'Afrique, Bolloré. Donc, quand les Occidentaux arrivent ici pour déclencher la colonisation, l'esclavage, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des aventuriers, appelons-le comme ça. Mais ce n'est pas des aventuriers. On les a appelés explorateurs. Ils arrivent, ils ont ciblé, ils ont maîtrisé l'espace de façon géographique. Quand vous maîtrisez l'espace de façon géographique, vous le maîtrisez de façon géostratégique et géomilitaire. Après, quand les aventuriers sont venus, on a transformé l'aventure, l'exploration, en données géoéconomiques. Ça veut dire qu'ils ont conquis toutes les richesses, tous les secteurs utiles de notre continent, tous les lieux stratégiques, tous les lieux, ils ont cartographié tous les espaces de richesse du continent africain. Quand ils l'ont fait, la suite est connue. Comptoir économique. Et après, les États sont venus pour protéger cela. Alors, c'est depuis des comptoirs, les comptoirs étaient un paravent pour la protection des États. C'est clair, quand les individus, ces aventuriers se constituent en société concessionnaire, coloniale, il fallait l'État pour les protéger. Tout à fait. Parce qu'ils ont rencontré une puissante résistance au sein du continent africain. Ça, c'est aussi vrai. Oui. Alors, il fallait que les États viennent au secours. Quand les États sont venus, il y a eu un deal entre ces États et ces entreprises concessionnaires. C'est ce qu'on appelle la géoéconomie. Donc, depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, mon cher Touli, ça n'a pas cessé. C'est-à-dire que cette rencontre entre les intérêts de l'État et ceux d'un individu qui devient un homme d'influence, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la géoéconomie. On va conquérir des secteurs stratégiques. C'est-à-dire que c'est quoi Parce que Bolloré à lui seul, il est dans 45 pays. Tout à fait. Alors, et dans un secteur stratégique, les façades maritimes, les ports, vous avez tout dit. Les ports sont je vous le dis, sont des lieux d'entrée. C'est de la portée des nations, le port. Et ils contrôlent les ports au niveau de la logistique des ports portuaires. Ça veut dire que tout ce qui entre dans votre port et sort, M. Bolloré le contrôle. Ah, ça peut échapper au contrôle de... Mais ça échappe que ça peut. Tout à l'heure, je vous le demandé tout à l'heure. Okay. Ça échappe. Ça veut dire qu'il contrôle ce qui entre et ce qui sort.
Il peut donc faire entrer ce qu'il veut et sortir ce qu'il veut. Faire entrer ce qu'il veut, y compris des armes. Monsieur, c'est ce que je peux vous dire. Voilà. Vous avez là quelque chose de terrible. Quelqu'un concentre. Vous avez entendu? Et je l'ai dit tout à l'heure dans l'autre vidéo. Je l'ai bien dit, hein. J'ai bien dit que Vincent Bolloré est dans le business des armes. Vous avez vu? Et vous avez entendu, là. On vous le confirme. Et c'est... Attendez. Mais nous, on travaille. Nous, on ne dort pas. On est des milliers de gens, nous travaillons. Nous travaillons pour défaire les multinationales. Et ces multinationales ne nous font pas peur. Ils me font pas peur, moi, le tiers africain. Ce sont des blancs de pédale. Ce sont des gens qui ont exploité l'être humain africain depuis le commencement jusqu'aujourd'hui. Figurez-vous, ils ont pris des Noirs, ils ont amené un seul chemin. Ils ont vendu nos parents noirs. Aux Antilles, ils ont nommé des noms, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et les parents devaient cultiver les cannes à sucre. Oui, canne à sucre est égal le sucre. Mais tout ça, il faut connaître. Et quand je vois des gens qui ont la chance d'avoir des systèmes de réseaux sociaux, et des gens qui sont là en train de mettre les photos des hommes nus dans Facebook, ou des femmes nues, mais je me dis, mais il y a des gens qui sont mythomanes, psychopathes, mais allez vers les dictateurs. Parce que les réseaux sociaux, c'est fait pour travailler, pour démanteler le système des multinationales. Et moi, je suis pour ça. Moi, je suis pour ça. Démontage des multinationales. Je suis là pour ça. Parce que ce sont des monstres. Ils tuent immensement. L'Afrique s'y meurt. Il y a trop de morts en Afrique. La colère que j'ai vis-à-vis des multinationales. Oh, laissez. C'est même une telle puissance. Et les États regardent. S'il faut appeler ça les États, moi je les appelle les États néocoloniaux. Il y en a qui sont dans des dynamiques d'émancipation. Et pour la plupart en Afrique, vous avez affaire des États néocoloniaux. Ce ne sont pas encore des États au sens réel du terme. Vous ne pouvez pas laisser entre les mains d'un individu comme ça. Autant de puissance. Il est la porte d'entrée de votre nation. Il lève le cash flow comme il veut, mon cher. Le cash flow qui circule au port. Tout ce qui entre, il prélève de l'argent. Tout ce qui entre au port, il prélève de l'argent. Vous comprenez ça? Oui. Le privilège que l'État doit monopoliser. Ce monsieur le prend à la place de l'État. En fait, c'est un impôt. Vous êtes en train de dire que ce que l'État doit faire, mais il prélève. Il prélève. Quand quelqu'un contrôle la manutention portuaire, tout ce qui est logistique portuaire, il fait quoi? Mais il prélève de l'argent cash flow. Il est très riche. Il est très riche. Et plus grave même, il va contrôler ce qu'on appelle tous les espaces stratégiques de votre nation. Tout ce quand vous voyez le port c'est quoi? Le port, c'est un endroit où aboutit ce qu'on appelle les parties utiles des pays africains. C'est quoi l'Afrique utile? C'est l'Afrique riche que le colon a maîtrisé et a confisqué pour son bien-être. Je parle un langage simple, pour son bien-être. Ils ont appelé ça avant la mise en valeur de la colonie. Mais en fait, c'était d'utiliser la colonie pour enrichir la métropole, en pillant les richesses de la colonie. C'est là qu'il s'agit, le pillage. Mais le port n'est que l'endroit où tout le système de pillage aboutit. De l'intérieur au port. Oui. Ça veut dire que si un gars contrôle le port, il contrôle toute la richesse de votre pays. C'est ce que je veux vous dire. Il y a le lien clair. Voilà pourquoi M. Bolloré ne veut pas seulement investir dans les ports. Il investit dans les transports. Il est dans la communication. Mon cher Tondu. Il est dans l'agriculture. Il est dans tout ce qui est, il est dans la finance. Il est dans tout ce qui est stratégique. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de faire ça. Donc vous avez affaire à un État dans l'État. Parce que je voulais vous aboutir. Un État dans l'État. Dans l'État. Et ça devient très grave. Mais tout à l'heure, on va développer ça. Oui. Alors, M. Bolloré, pour faire tout ça, il ne peut pas le faire seul. Il a besoin de l'État français. C'est là où il y a le deal géoéconomique.
les jeux politiques. Il devient un agent de l'État français. Voilà pourquoi en France, il faut qu'il place les gens au pouvoir. Il faut que ceux qui sont présidents soient en deal avec lui. Avec lui, oui. D'autres sont liés avec Sarkozy. La justice française fait semblant de comment couvrir vous ça. expliquez maintenant? Oui, je vous comprends très bien. Oui. Mais là, sa mise en examen, c'est quelque chose qui a étonné tout le monde et ça garde à vue. Non, ça étonne ceux que ça avait étonné, les naïfs. D'abord, vous savez, vous pouvez étonner. Nous l'avons dit depuis très longtemps. Tout à fait. Nous avons commencé le combat contre Bolloré, seul contre tous à l'époque. Donc ce qui arrive ne nous surprend pas. 2. Sa mise en examen n'est que la conséquence du changement politique à la tête de la France. Monsieur Macron veut un deuxième mandat. Et il doit neutraliser tous ses ennemis. Toutes les personnes, toutes les forces en France qui peuvent s'opposer à son deuxième mandat. Et toutes les puissances économiques qu'il y a derrière Macron, qui aussi veulent être riches, ont intérêt à neutraliser leurs adversaires. Or, le premier adversaire, M. Macron, dans le champ politique qu'on appelle la droite en France, c'est M. Sarkozy. Il a beau être ce qu'il est, il est encore très populaire au sein de la droite française. Tout à fait. Il est le plus populaire. S'il ne revient pas à lui directement, il peut placer quelqu'un. Or, la puissance, le levier économique, géoéconomique de M. Sarkozy, c'est qui? C'est M. Bolloré. Il a beaucoup d'argent, il est puissant. Donc, M. Macron doit les neutraliser. Donc, si ce qui passe en France, est simple. M. Macron est en train de dire à Bolloré, laisse Sarkozy, rejoins-moi. Si Bolloré le fait, ils vont dealer. Donc, les Africains ne sont pas naïfs. Le malheur de l'Afrique risque, c'est pour ça que je l'avais à ce niveau. Oui. Ça veut dire que, alors, les leviers de ce malheur de l'Afrique qui doivent être tout au moins mis en exergue maintenant pour que toute l'opinion africaine puisse comprendre. C'est là qu'il s'agit. Ce qui se passe, nous nous en foutons de la justice française. Il n'y a pas de justice en France, il n'y a pas l'état de droit en France. Il n'y a que les naïfs en Afrique et une culte sur le plan géopolitique qui croient bêtises comme ça. La justice dans tous les pays du monde est un démembrement de l'État. Claire. Celui qui a le pouvoir d'État, rarement ne va pas contrôler la justice. Y compris aux États-Unis. Les gens rêvent. Aux États-Unis, ce qu'on appelle l'état de droit, dans les pays occidentaux, c'est le deal entre le capitalisme et la sphère politique. C'est tout. Ce deal-là est habitué par la justice. Ça ne fait pas de la justice quelque chose qui soit indépendant. Elle n'est pas indépendante de l'argent et de lobby et la puissance financière, mon cher de tout dit. Une justice qui contrôle les politiques, entre guillemets, n'est-ce pas? Comme le cinéma qu'il y a eu en France, quand on voulait placer M. Macron, vous avez la justice, le pôle financier est devenu l'agent de Macron pour démolir cet adversaire. Mais une fois les élections passées, qui poursuit Fillon aujourd'hui? Alors, pour le cas je reviens, qui poursuit Fillon aujourd'hui? Qui poursuit Marine Le Pen? Vous avez tout compris, c'est pas aux États-Unis. Donc, pour revenir à ce que je suis en train de vous dire, c'est que la mise en examen en France de M. Bolloré est une opportunité pour les États africains. C'est une opportunité pour extraordinaire pour les Africains et leurs États de le chasser du continent africain. C'est cela l'enjeu. Parce que Bolloré, c'est un danger. Alors, on va évoquer toutes les raisons de sa dangerosité. Prenez le champ ivoirien. Qui était celui qui pourvoyait les armes des rebelles? C'est M. Bolloré. Alors, si vous avez compris ce que le drame ivoirien représente pour l'Afrique, vous comprenez la dangerosité de M. Bolloré. Il faut le maîtriser très vite. C'est cela qu'il s'agit, M. Bertondi. Et vous devenez au Cameroun. C'est le projet qu'il avait pour le Cameroun. C'est le projet qu'il avait pour le Cameroun. Il était devenu un État dans l'État au Cameroun. Vous avez suivi l'affaire qu'il opposait à M. Doubi, M. Dupuis-Doubi. Dupuis-Doubi, oui. Oui, c'est un Français qui était à la tête du Progosa. Tout à fait, tout à fait. Ah, tout à fait. Oui. Au Cameroun, les magistrats, là je vous le concède, oui. Les magistrats ont été tués à cause de financement. Celui qui gérait l'affaire ici à Douala a été affecté en Dian, dans le nord-ouest. Je crois là-bas, disons comme ça, dans la région anglophone, où il devait apprendre à parler anglais, parce qu'il avait refusé les mallettes d'argent qu'on lui a apportées. Il a convoqué Bolloré. Je peux citer les noms de ceux qui lui ont apporté les mallettes d'argent, pour l'instant. Si c'est qu'un bronze, je cite le nom. Nous sommes des responsables. Donc on l'a affecté. Et M. Bolloré a réussi, malgré les injonctions à l'époque du ministre d'État. Et les mallettes d'argent venaient de M. Bolloré. Ah, voilà. Transportés par son représentant local, qui officiait à l'époque comme directeur du port. Oui. Suivez mon regard. Donc, alors, malgré les injonctions du ministre d'État de l'époque, M. Laurent Essoui était secrétaire général de la présidence, qui a écrit une lettre. Donc, la lettre existe. Ah oui, c'est vrai aussi. Mais voilà. Je crois avoir parcouru la lettre. Bon, parce que j'ai quand même enquêté dans je vous en prie. Ça fait au moins 10 ans. C'était clair que les instructions disaient de ne pas donner, je schématise, que de disqualifier M. Bolloré. Dans la concession du port, du port autonome de Douala. Il s'est retrouvé là gagné.
Aujourd'hui, M. Djipi Doubi, qui est français, il n'est pas un Camerounais, explique comment est-ce que Bolloré procède pour éliminer la concurrence, détruire ses concurrents, corrompre tout le pays. M. Djipi, la preuve, il est l'un par qui la chute de Bolloré est arrivée en France, sur le plan judiciaire. Et aujourd'hui, il va se constituer partie civile. Parce que les gens nous écoutent, nous parlons par là. Tout à fait, tout à fait. Ce que vous dites là, c'est un procès et c'est clair. C'est clair, je vous dis. Donc, M. Djibi nous présente qui est français, qui connaît Bolloré très bien, nous présente. Il a été son collaborateur. Ben, excellent, avant de monter sa structure. Tout à fait. Qui le connaît très bien, nous donne tous les éléments par lesquels, les moyens par lesquels Bolloré procède pour acquérir les marchés. On n'a pas affaire à un homme d'affaires, on a affaire à un tueur. On a affaire à un assassin, un babou. C'est cela qu'il s'agit, M. Et un État sérieux ne peut pas s'amuser à 20 comme ça. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? C'est que les éléments de sa dangerosité. M. Bolloré, partout où il arrive, se constitue en État dans l'État. C'est pourquoi il a mis les examens en France, quoi. Togo, Guinée-Conakry. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il achète les autorités, donc le plus élevé, le président. Il le met dans sa poche et il gagne les marchés. Mais Alpha Condé a dit l'autre jour qu'il... Vous savez, moi j'ai un respect profond pour le président africain. Africain, je le défends, mais ne prenez pas le président Condé au sérieux dans ce cas. Ça ne vaut pas la peine. M. Condé nous a dit que Bolloré était son ami et qu'on ne refuse rien à un ami. C'est ce qu'il a dit. Donc tout ce qu'il fait aujourd'hui là, c'est la gesticulation pour le seul, même s'il est président. Il gesticule. Il doit tirer les conséquences qui arrivent à Bolloré s'il est un homme d'honneur. Le président Condé est en train de perdre son honneur, mon cher Etondi. Ça ne me plaît pas, mais le fait est là. Donc, il ne faut pas gesticuler l'affaire, sérieux. Parce qu'on va lui sortir les cassettes, c'est ce qu'il a dit. Quand M. Bolloré gagne ce port. Quelqu'un a un contrat signé par l'État du Guinée équatoriale. 25 ans d'écotrans. Afin qu'on arrive au pouvoir. De Guinée-Conakry. Afin qu'on arrive au pouvoir, il annule par décret. Très bien, il a le pouvoir par décret. D'accord. Mais ce qui est grave, c'est quoi? C'est qu'on constate que c'est Bolloré qui fait sa campagne pour qu'il devienne président. Oui. À travers son entreprise de communication Havas. Havas, oui. Ce lien-là, mon cher, je vais te dire. Comment M. Bolloré fait la campagne de M. Alpha Condé pour le président? Et à l'époque, c'est pas un philanthrope quand même. C'est pas un philanthrope, M. Bolloré. Et à l'époque, dans quelles conditions M. Alpha Condé gagne les élections? Il avait perdu au premier tour. Il avait 20%. Comment fait-il pour remonter et gagner l'élection? Ça veut dire que cette campagne était apte. Pour qu'il gagne cette campagne, Alpha Condé a sué à rang, comme on dit en bon français. Tout à fait. Il a sué à rang. Non, il suait à rang parce qu'il était porté par M. Bolloré. Mais ce n'était pas pour l'amour des Guinéens. Ce n'était pas pour l'amour de l'Afrique. C'était pour l'amour des profits si cher à M. Bolloré et de l'influence de la France. Voilà le débat qui est s'agit. C'était pareil. Au Togo, le président togolais, lui, le plus malin, il préfère se taire devant le scandale. Parce oui, tout à fait. Le président fort. Mais c'est le président Alpha Condé qui s'agit. Et puis il s'agit, il s'enfonce. Donc voilà, les cas togolais et les cas. Je m'arrête un peu là. Est-ce qu'à un moment donné, ces présidents-là ne sont pas comme des personnes avec des mains liées? Je vous permets de prendre le thé, c'est le thé le plus naturel du Cameroun et même d'ailleurs d'Afrique. C'est qui va le charme de votre émission. Tout à fait. Écoutez, M. Hébert, fixons-nous sur les pratiques de cet homme pour gagner les marchés. Tout à fait, oui. C'est là où il y a le danger. Allons-y. Quand quelqu'un achète le président d'un pays, le Colombe, il vous reste quoi dans le pays? Il n'y a plus grand-chose. Ça veut dire qu'il est l'État. Ça veut dire qu'il va subvertir la dynamique institutionnelle de votre pays, dans tous les domaines. Pourquoi? Il va falloir qu'il évite chaque fois d'avoir en face un concurrent qui puisse le déplacer. Oui. Donc il y a subvertissement des institutions de ce pays. Parce que quand on prend le port en eau profonde de Kribi, M. Bolloré, le groupe avait été déclassé. Il revient en force. On va y revenir tout à l'heure. Donc il y a un subvertissement des institutions. Et quand on gagne les marchés dans la pratique économique, on fait tout pour conserver les marchés. Donc comme Bolloré, il s'est anticipé, c'est un homme de guerre, il fait la guerre économique. C'est la guerre économique. Il va anticiper de tout adversaire qui peut le menacer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand il a le président dans sa poche, il va acheter les ministres stratégiques.
il met dans sa poche, et il faut qu'il les contrôle. Vous n'avez plus un État. C'est grave. C'est la recolonisation. C'est très grave. Alors, voilà pourquoi quand il vient dans un pays, dès qu'il est à l'aéroport, on déroule un tapis rouge qui le conduit directement à la présidence. Il ne parle qu'avec le président. Mon cher Etundu, vous n'avez plus un État. Comment concilier dans les intérêts de l'État avec ceux... L'État en question, avec ceux de M. Bolloré, et ceux de la France. Et c'est des peuples africains. Africains, sauf si vous voulez me dire que le but de la France est de développer l'Afrique. Alors ça fait plus de 300 ans bientôt, plus de 100 ans, n'est-ce pas? Plus de 100 ans qu'on a servi la France, il n'y a pas de développement. On va revenir sur la France se développe au détriment de l'Afrique. C'est cela qu'il s'agit. Alors Bolloré est dangereux. Parce que quand ça ne l'arrange pas, il organise la guerre civile. Il porte des rébellions. Les gens ivoiriens nous parlent. Il n'y a plus de débat là-dessus. Il porte la guerre civile. Il porte les rébellions. Ça veut dire qu'il va déchirer la constitution du pays. Il va dynamiter les institutions pour établir sa loi à lui et placer ces gens au pouvoir. Attendez, donc Bolloré devient même un danger pour ses chefs d'État. Mais je suis en train de vous dire. C'est inacceptable, il m'a répondu. Quand on revient au cas du Cameroun, parlons-en. Parce que les gens pensent que c'est une affaire togolaise. Non, tout à fait. Ça concerne le Cameroun. Je vous ai pris comment la concession du port en Cameroun. Lorsqu'il était en concurrence avec l'opposition du ministre Laurent Esso. Tout à fait. Quand il est en concurrence avec M. Dupuy-Dobi, Progosa, qui a une offre 1000 fois mieux que celle de M. Bolloré, comment est-ce qu'il gagne le marché? Alors que le président a dit qu'il faut le disqualifier. Parlons comme ça. Il y a un document, le document existe, signé par le secrétaire général de l'époque, le ministre Laurent Esso. Il est vivant quand le parler, il est vivant. Le document est là, je l'ai, ce document. Où il écrit, c'est clair. Mais comment Bolloré procède pour gagner? Par la corruption. Par le fait qu'il y a un État dans l'État au Cameroun. Il y a des ramifications jusque sur le lit du président de la République du Cameroun. Vous savez que moi, je parle maintenant dans la poche. Hein. Et ce que vous dites est vrai, j'ai quand même parcouru ces documents concernant le port autonome de Douala. Mais c'est clair. Il contrôle le secrétaire général de la présidence. Parce que la plupart des responsables du port autonome de Douala, à l'époque, avaient été entendus. Claire. Certains ont refusé de se prononcer. C'est clair. Ce magistrat dont je retrouverai son nom, on l'a envoyé, je vous dis là-bas. Oui. Qui a osé convoquer Bolloré. Convoqué et il a refusé les mallets d'argent qu'on lui a envoyés. Tout à fait. Nous connaissons la personne qui transportait l'argent et qui a envoyé l'argent. Nous parlons par l'air. Donc, M. Hébert de Tundi, voilà comment il gagne. Il liquide Progosa par des méthodes extraordinaires. Ça veut donc dire que ce qui est dans cette mise en exergue... Le plus grave, c'est quoi? C'est que dès qu'il gagne le marché, il multiplie les tarifs par plus de 3. Ah. Mais écoutez bien ça. Au port autonome de Douala. Alors, clair, ça alimente l'inflation, la hausse des prix. Pourquoi faire? Alors là, c'est mettre les citoyens en danger. C'est un État dans l'État, je vous entends vous dire. Les prix sont triplés. Pourquoi faire? Pour alimenter tout ce réseau qui va jusqu'à la présidence de la République. Ah oui, mais bien sûr, les prix pour alimenter le réseau en termes de monnaie et de cash. Oui. Écoutez-moi bien, je vous dis, une fois le président de la République du Cameroun, le président Biya, notre papa, il est allé à une visite en France. Et c'est un heure, il doit manger avec les ministres, dans la plus tradition présidentielle. Il est à table le soir, il n'y a plus de ministres. Vous savez où ils étaient? C'était où? Regardez toutes les maisons qu'on les a offertes. Allez y chercher ou non la main de M. Bolloré. Le président a dû écouter son sujet pour l'entendre. Il n'était plus en sécurité. Vous imaginez un président qui va manger avec ses ministres, ils ne sont pas là. Ils sont allés regarder les maisons. Les maisons! Oui, il va tout dire. C'est cela qu'il s'agit. C'est pas autre chose. Quand les hauts commis de l'État sont achetés, sont dans les poches de l'individu. Ils abandonnent le président pour aller regarder les maisons. Pour aller regarder les maisons. Qui convoient leur argent volé dans les banques étrangères, qui les place en achetant les maisons, qui contrôlent pour certains leur carnet de santé. Vous n'êtes plus un État. Il n'y a plus d'État, vous êtes en péril. Voilà pourquoi M. Bolloré ne va pas seulement s'arrêter à prendre le port autonome. Mais il faut qu'il place ça. M. Marafa, président. Ah, c'était l'objectif. Je cite les noms. M. Marafa recevait M. Bolloré chez lui à Marouaré. À quel titre? À quel titre? On prend ce cas. C'est connu.
Amarafa connaît ça. On reviendra. Est-ce que je cache mon mot? Je me fais le mot. On reviendra sur Camraï, avec votre permission. Ah oui, tout à fait. Vous allez voir la relation entre M. Marafa et M. Bolloré. C'est pas le seul. Avec cette catastrophe des ECA qui a mis... C'est pas le seul. Mais comment d'abord il a cédé là-bas? Oui. Comment on a fait? Vous allez voir le PCA, Sali Amadou, tous ces gens-là. Vous allez voir la filière. Donc M. Bolloré au Cameroun, c'est un état dans lequel il fait partout, il arrive. Donc il doit donc s'assurer que le remaniement ministériel ne soit pas un danger pour lui. Il doit s'assurer que tout ministre qui monte ne soit pas un danger pour lui. Du coup, il faut quoi? Il faut infiltrer jusqu'à l'aide du camp du président pour anticiper sur les remaniements ministériels. Vous n'êtes plus un État. C'est ce que je vous dis. C'est un homme dangereux. Ce qui est arrivé avec la conséquence. La conséquence, oui. D'une longue planification géoéconomique, n'est-ce pas, de la possession du Cameroun. Comparaison n'est pas raison, mais comment expliquer que ce même Bolloré ait été chassé au Niger? Vous le savez très bien, à l'issue d'un procès, et que dans les mêmes cas, au Cameroun, il est... L'État camerounais va assumer, devant la face du monde, de maintenir des contrats avec l'individu dont la réputation est établie désormais. Qu'est-ce qu'il risque en France? Je vous prends juste une minute. Qu'est-ce que Vincent Bolloré risque en France dans cette mise en examen? On revient à vous, gardez les idées. On prend ce reportage. Qu'est-ce qu'il risque en France? Parce qu'on va faire un parallélisme avec ce qu'il risque en Afrique, puisque c'est l'acte 1 de la grande série que nous lançons sur ces émissions, en attendant tous ceux qui peuvent dire le contraire de ce qui est dit ici en faveur de Bolloré ou même en défaveur de Bolloré. On prévient que je suis prêt à les affronter. Merci. On prend ce reportage, on revient tout de suite. Vincent Bolloré, une des 10 grandes fortunes de France, PDG du groupe Bolloré et pilier de la France-Afrique, est en examen ce 25 avril pour corruption d'agents publics étrangers, complicité d'abus de confiance et de faux et usage de faux en Guinée et au Togo. En effet, l'homme d'affaires est accusé d'avoir contribué à faire élire les présidents Alpha Condé, Guinée, et Faure Gnassingbé, Togo, qui se maintiennent au pouvoir. En contrepartie, ces dirigeants ouest-africains ont attribué de juteux marchés portuaires aux puissants hommes d'affaires dans des conditions douteuses. C'est bien ce que l'on appelle, entre autres, la France-Afrique. Sachant qu'en France, les peines ne sont pas cumulables, Vincent Bolloré risque gros pour chacun des chefs d'accusation. Bolloré, au cœur d'un deal à Conakry et à Lomé. Après avoir confisqué le pouvoir de force suite au décès de son père, avant d'être élu, en avril 2005, à l'issue d'un scrutin controversé, Faure Gnassingbé postulait pour un second mandat en 2010. Une élection dont la victoire était incertaine pour lui, au vu de sa gouvernance lors de son premier mandat. C'est alors que Bolloré, pilier de la France-Afrique, surgit aux côtés de Faure Gnassingbé. L'homme d'affaires français envoie à Lomé une équipe de Ava, son agence de communication, la 6e la plus puissante au monde et numéro 1 en France. Ava prend en charge une bonne partie de la campagne de communication de Faure Gnassingbé. Ce dernier réussit à se faire réélire en mars 2010. La facture que devrait payer la présidence togolaise à Ava pour cette prestation s'élève à 800 000 €. Mais elle sera divisée par 2, soit 400 000 €. Mais en vérité, c'est 100 000 € qui seront payés par la présidence togolaise à Ava. Puis Bolloré en personne décide ensuite payer de sa propre poche les 300 000 € restants par l'entremise d'une de ses filiales. Bolloré, qui n'est pas un philanthrope, sait comment récupérer sa mise et même bien plus. Sachant que depuis 2001, le groupe Bolloré opérait déjà au port de Lomé. Selon Le Monde, quelques mois après l'élection de Faure, Bolloré envoya une lettre à la présidence togolaise dans laquelle il a exprimé son souhait de voir le port de Lomé agrandi. À cette demande, la présidence togolaise donne un avis favorable. Un bon retour d'ascenseur pour l'homme d'affaires français. Qu'en est-il de la Guinée? Presque le même scénario. En 2010, à la fin de la transition militaire très mouvementée, la Guinée organise sa première élection démocratique. Vincent Bolloré envoie Ava à Conakry pour aider son ami Alpha Condé qui sera élu à l'issue du scrutin. Un trimestre après, comme au Togo, le groupe Bolloré se présente au premier président démocratiquement élu de la Guinée pour parler affaires.
Au port de Conakry, une autre entreprise française y opérait déjà. Cette dernière sera boutée dehors. Selon Le Monde, ce sont les militaires français qui sont venus expulser cette entreprise française. Puis Alpha Condé annonce par décret la nouvelle entreprise qui va reprendre la main sur le port de Conakry, c'est le groupe Bolloré qui sera désormais en charge du terminal à conteneurs. Un des proches du milliardaire français parle de méthode de cow-boy. Homme d'affaires impitoyable, Bolloré a des connexions avec l'État français quel que soit le gouvernement en place et d'autres politiques. Alpha Condé ne cache pas son amitié avec Vincent Bolloré qui date de plus de 40 ans. Et pour ceux qui pensent que l'amitié entre Bolloré et Alpha Condé a pu influer dans la cession du port de Conakry, le président guinéen répond, c'est un ami, Bolloré. Je privilégie les amis. Et alors ? Bolloré remplissait toutes les conditions d'appel d'offres et je peux vous dire que plus personne ne voulait de Jetman Cotran qui n'a pas honoré ses engagements, a poursuivi Alpha Condé cité par l'AFP. Que risque Bolloré s'il est déclaré coupable ? Selon RTL pour le chef d'accusation de corruption d'agents étrangers, il peut être puni de 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende, selon le site Les Jours, cité par RTL. Quant au chef d'accusation des abus de confiance, l'homme d'affaires risque 3 ans de prison et 375 000 euros d'amende et enfin pour ce qui est du faux et usage de faux, Vincent Bolloré encourt une peine 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Précision, en France, les peines ne sont pas cumulables, à la différence de ce qui est en vigueur dans d'autres pays comme les États-Unis. Vincent Bolloré sait surveiller ses arrières et soigner ses relations. Il fricote aussi bien avec les politiques de gauche que de droite en France. Des connexions avec tous les pouvoirs de l'Élysée. Vincent Bolloré a toujours eu ses entrées à l'Élysée. De ce fait, les pouvoirs passent mais Bolloré reste. À la tête d'un empire familial qu'il s'est toujours évertué à se développer, son père, l'industriel Michel Bolloré, était ami de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Le fils, Vincent Bolloré, a eu à recruter quelques proches de Jacques Chirac. Ami très proche avec Sarkozy, après son élection en 2000. Son père, Michel Bolloré, était un grand ami. À Valéry Giscard d'Estaing, qui a détourné immensément, volé immensement les diamants de l'empereur Bokassa. Voilà. Non, attendez. Mais Bolloré, la famille Bolloré, si vous fouillez bien, les milliards qu'ils ont, l'argent qu'ils ont, mais c'est l'argent de Bokassa, c'est l'argent du peuple centrafricain. Voilà. Et vous regardez Bolloré, il est habillé en costume d'avatar, costume de voleur, triant de truand. Voilà. Bolloré. Quand Bolloré va finir, nous allons partir en Côte d'Ivoire, nous allons voir la chute de Laurent Gbagbo. Mais Bolloré est derrière. Bolloré est derrière. 2007, c'est à bord du yacht de Vincent Bolloré que Nicolas Sarkozy a célébré sa victoire suscitant une polémique dans l'opinion française. Vincent Bolloré, c'est aussi un grand ami de Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense de Hollande et actuel ministre des Affaires étrangères de Macron. Bolloré est également ami de Bernard Poignant, l'ancien conseiller spécial de François Hollande et sa proximité avec Emmanuel Macron est connue. Bolloré a également soutenu Anne Hidalgo à la mairie de Paris. En définitive, le secret de Vincent Bolloré c'est d'être ami avec les hommes de pouvoir qui sont pourtant des adversaires politiques qu'ils soient de gauche ou de droite. D'ailleurs, François Hollande, alors président, avait fait du lobbying en faveur de Bolloré pour la reprise du port de Kribi au Cameroun. L'un de ses secrets, c'est de travailler avec tout le monde, de détester les journalistes, peut-être mais, d'être ami avec les politiques.
En fait, il s'en méfie des politiques, mais il sait qu'il faut être proche de tout le monde pour réussir, estime le journaliste Nicolas Vescovaci qui a enquêté sur l'homme d'affaires avec son confrère Jean-Pierre Canet. Au cœur de la France-Afrique, le groupe Bolloré est incontournable dans les relations d'affaires entre la France et l'Afrique. L'empire Bolloré, c'est un pouvoir très fort. L'Afrique, c'est très important. C'est quelqu'un qui a une activité très forte, donc fatalement pour le pouvoir politique quelle que soit sa couleur. On ne peut pas se passer de Bolloré quand on va en Afrique, Jean-Pierre Canet. Tout compte fait, l'Élysée a conscience de l'importance de cet industriel pour opérer en Afrique. Monsieur Bolloré est très important. Il n'y a pas que les ambassades de France à l'étranger. Monsieur Bolloré, c'est un peu de la France à l'étranger. Quand on est politique, on ne peut pas se passer de cette influence, de ce pouvoir-là, confiait Bernard Poignant à Nicolas Vescovaci. Le sens des affaires de l'homme. Vincent Bolloré a hérité d'un groupe industriel qu'il a su faire fructifier et diversifier. Ce fichier audio a été créé par Panopre-T Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopre-t.com. Le groupe Bolloré, dont la stratégie est basée sur la diversification, sur l'innovation et sur le développement à l'international, occupe aujourd'hui des positions fortes dans chacune de ses activités rassemblées autour de 3 pôles, le transport et la logistique, la communication, les solutions de stockage d'électricité, lit-on sur le site bollor.com. Alors, ça c'est, j'ai pas envie de dire, c'est inquiétant. Vous voyez que... On a fait le tour, elle a fait le tour de toute l'Afrique là. Elle a atterri au Cameroun avec François Hollande. Et je ne me suis pas entendu avec elle tout à l'heure. Ah, tout à fait. Avant que vous le présentiez cet élément. Oui. Elle vient de vous répéter mot par mot ce que je vous dis. Ça confirme que Bolloré, c'est un malheur en principe. C'est un malheur. Mais au-delà de l'homme Bolloré, c'est le symbole du malheur qui nous unit à la France. Et qu'il faut détruire et couper. Parce qu'elle a prononcé le mot France-Afrique à 2 reprises. On ne vit pas malheureux toute sa vie. La vie est trop courte, mon cher Hubert Claudie, pour vivre malheureux. Les Africains ne peuvent pas s'accommoder de la misère et du malheur. Quelle peut être la solution? Parce que là, tout ce que vous avez dit, c'est presque résumé là tout à l'heure. On ne peut rien faire sans Bolloré, on ne peut pas entrer en Afrique sans Bolloré, on ne peut pas, il est très influent, il a des amis, il a les cercles de pouvoir, ainsi de suite. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la géoéconomie. Oui. Vous avez vu ce qu'elle vous a dit? Tout à fait. Ouais. C'est un prolongement de l'État français. La bagarre qui a maintenant est simple. Je vous ai dit, M. Macron de sa part. M. Macron a été placé au pouvoir. C'est un placement. Bon, vous avez vu l'état de la démocratie française, non? Voilà la démocratie. Ontologiquement corrompu à tous les niveaux. Corrompu. Classe politique corrompue en France. Et donnent les leçons aux Africains matin, midi, soir. Bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oui. Donc, je tiens à vous dire que M. Macron de sa part. Ça vous rappelle quelque chose? Quand Mitterrand arrive au pouvoir, l'affaire Elf, c'était quoi? Mitterrand voulait mettre les pieds dans le marigot de la droite qui historiquement contrôlait la France-Afrique. Elle est au pouvoir en 1981 et il me met la main là-dedans. C'est ça qu'elle a fait, Elf. Mais ça n'a pas changé. Bolloré fait ce qu'elle faisait hier. Elle est devenue totale, a changé, s'est maquillée un peu pour tromper les naïfs. Mais M. Bolloré est venu se greffer à côté. Est-ce qu'on va donc continuer comme ça? Parce que c'est comme un esclavage. Non, ce n'est pas voilà le signe. Le signe vous est donné. Ça chutait là. J'étais en train de vous dire que l'État camerounais, je parle ici, oui, avant l'élément, tout à fait. L'État camerounais répondra devant le monde entier, l'opinion mondiale. Comment est-ce qu'on peut continuer à maintenir des contrats avec un homme comme ça, dont la réputation est établie? Mais il y a quand même des hommes que vous avez cités, qui sont d'ailleurs cités, le ministre d'État Laurent Esso, des personnes qui ont pris des dispositions pour que ça ne... Ben, je vous dis que ce monsieur... Ben, allez voir, vous êtes là au cœur de la structure du fonctionnement de notre État. Quand je vous parle d'État néocolonial, c'est quoi? C'est ce que vous allez vivre là. C'est un État qui a les apparences d'un État, mais qui n'en est pas un en réalité. C'est un État qu'un individu peut acheter,
subvertir le fonctionnement pour son profit personnel. Quelle doit être l'attitude des populations aujourd'hui? Donc c'est révolté contre M. Bolloré. Où est la société civile africaine, les Camerounais? Elle est où? Où est le REDAC? Le REDAC est où? C'est pas les droits de l'homme, ça? Où est la société civile? Où sont même les médias? Où sont les médias? Parce que la corruption, semble-t-il, elle apparaît seulement des fonctionnaires de l'État. Mais voilà la vraie corruption. Là-bas, il y a les miettes. Voilà la vraie corruption. Ah, voici le vrai corrompu. Mais c'est lui qui achète les fonctionnaires. Donc c'est lui, voilà. Mais qui en parle? Parce qu'il est puissant. C'est le corrupteur ici. Mais voilà, c'est le chef, c'est le capo di tutti. Comment on dit chez les Italiens? C'est lui. Alors, mais comme il est aussi puissant dans la communication, il héberge des médias dans son canal, ben vous comprenez tout le problème. Combien de médias en Afrique et au Cameroun s'attaquent à Bolloré? Tout ce qu'on vous dit là, qui a enquêté avant? Pourquoi on n'a pas enquêté, M. Béton? Pourquoi? Ce n'est pas une affaire seulement des politiciens, mais l'élément que nous venons de sur la 100 parti pris, il présente la réalité de manière froide. Et vous ne vous êtes même pas entendu en principe. Pourquoi on n'a pas enquêté? Pourquoi cette femme-là, elle n'a pas ses pieds? Pourquoi on n'a pas enquêté avant? Oh, nous on parlait depuis avant. Nous on dénonçait ça depuis avant. Depuis 10 ans on dénonce. On parlait de ces choses-là. Pourquoi on n'enquête pas? La puissance. Vous voyez les dimensions de la corruption? Parce qu'elle a mis en œuvre Fonia Singé Yagema, Alpha Condé. Il achète non seulement une partie de l'État, la société civile locale est achetée, les médias sont achetés, mais voilà, il vous reste quoi? Et les gens bombent le top pour dire qu'ils défendent la déontologie. Donc, la solution est simple. En plus de ce qui vient d'être dit là, nous savons pour le cas du Cameroun, j'ai les éléments, hein, monsieur. C'est la première édition. Quand les courageux qui viendront pour qu'on débatte viendront ici, il y a un bon comité d'accueil qui les attend. Il y a des choses qu'on ne dit pas encore maintenant. Dans le cas du Cameroun, prenons seulement l'affaire des écarts. Oui, la catastrophe. Est-ce qu'il y a encore un débat? Il n'y a pas un débat. Le groupe Bolloré a organisé l'assassinat de près de 1000 Camerounais. Mais pourtant, pour la CAN, il est en train de commander des conteneurs, en fait des wagons partout là. Ça a été fait à Ramadan avec des publicités. Bien sûr. Maintenant, il va tout blanchir. D'abord, ce n'est même pas lui qui fait. Ce sont ces agents locaux qui s'agitent pour le sauver. Il faut sauver le soldat à tout prix. S'il tombe, il va tomber avec tous ces gens-là. Mais nous sommes là pour dire aux gens que il faudrait que les Camerounais s'expliquent comment est-ce qu'ils peuvent conserver des relations avec eux comme ça. Cet État va donner il aura quelle épaisseur déontologique, quelle épaisseur morale, il va le tout dire. Le président avait dit qu'il prenait son mandat, je crois, en 2000, après l'élection 2011. République exemplaire, vous vous souvenez? Oui, République exemplaire. Prestation de serment, où il était exemplaire. Cet État camerounais peut être exemplaire quand il maintient le rapport avec Bolloré. Est-ce que le président n'est pas seul? Parce que vous avez évoqué le président n'est pas seul, nous sommes là, vous êtes là, les gens sont là. Parce que les ministres l'ont abandonné, vous avez dit ça dans un repas là, ils sont allés voir les maisons. Bien sûr. Et qu'est-ce que le peuple doit donc faire? Mais il faut je vous parle de la société civile. Le peuple, c'est une catégorie juridique. Mais dans la réalité, il est constitué de catégories. Tout à fait. Et chacun dans son rôle. Que la société civile camerounaise, voilà le défi. Ah, vous avez convoqué le REDAC? C'est facile d'insulter les chefs d'État matin, midi, soir. C'est facile de répéter les communiqués rédigés dans l'antichambre des ambassades. Vous parlez des droits de l'homme. Ah, ça veut dire que même les partis politiques doivent s'intéresser. Quel parti? Ces partis, tous qui sont à genoux devant Bolloré, qui expriment sont à genoux. Mais je parle pas en cachette. Je vous le dis. Quel parti? Qui ne peut même pas dire un mot sur le franc CFA, sur les bases militaires, qui ne peuvent même pas prononcer les mots qu'il faut sur les vrais problèmes du continent, qui pensent autant à dire que le diable, ce sont les présidents, ils doivent partir, prendre leur place, les vrais débats sont là. Voilà. Quel parti s'est levé contre Bolloré au Cameroun? Vous la connaissez? Voilà. Nous sommes les seuls, M. Bayetondi, et vous le savez. Ils sont où? Mais voilà. Quelle est l'opposition du Congo-Brazzaville sur la place de Paris qui ont pointé Bolloré d'assassin? Il n'y a que des combattants. Il n'y a que des combattants du Congo-Brazzaville, des combattants qui disent que Bolloré est un assassin. Mais est-ce que ceux qui remplissent les papiers dans des salles, les Congolais de Brazzaville, est-ce qu'ils pointent Bolloré d'assassin? Tous, bouche close. Parce que parmi ces gens-là, il y en a, ce sont des francs-maçons.
car Bolloré est un franc-maçon. Et Bolloré, c'est le chef de la mafia de la France-Afrique. Bolloré est excessivement plus dangereux que Foucard. Foucard était l'homme de la France-Afrique, mais il était léger. Mais Bolloré, il est plus dangereux. Il est partout, hein, Bolloré. Très dangereux. Mais moi, le tien qui parle, moi, le tien africain, je ne crains pas Bolloré, hein. Ce salopard de merde, je ne le crains pas. Mais je parle parce que Bolloré, il tue mon peuple. Il tue mon peuple noir. Et je le pointe de doigt. Assassin, assassin Bolloré. Et si tu n'es pas d'accord, viens me voir. Enfoiré de merde. Partout Bolloré tue. Partout Bolloré tue. Oui. Jean-Yves Le Drian, il est dans la casserole de la France-Afrique. Mais c'est pas pour rien. Hollande, la pute, a tout fait pour que Jean-Yves Le Drian soit dans le gouvernement de Emmanuel Macron. La France en marche est égale la France en cascade. La mafia totale. La France, la Belgique, les États-Unis, l'Allemagne, Israël, tous les pays d'Europe, ainsi que Israël, Corée du Nord, Corée du Sud, l'Inde, sont dans les meurtres en RDC. Et la vérité doit être dite. Le système. Voilà l'état dans l'état. Voilà le système, mon cher ami. Où sont les droits de l'homme? Comment donc on peut construire un État en faveur de l'émancipation, du mieux-être, du bien-être des populations avec... Impossible. Vous devez liquider, je parle français. Hein. Ah oui, vous avez dit... Liquider cet État dans l'État. Il n'y a pas deux États dans l'État. Et c'est le défi du Cameroun et du président Biya. C'est le défi. L'opération épervier ne suffit pas. Il n'a même pas commencé ça encore. Veut dire, si de l'autre point de vue, ça n'a même pas commencé encore. Il faut le durcir davantage. Et ça va vous frapper. Tous les gens là qui sont dans le Bolloré sont autour du président. Ça, si vous comprenez bien, dans l'affaire au Cameroun, comme au Togo, en Guinée, la Bolloré doit être mise en examen, poursuivi. Mais il doit être... On vous a dit qu'il attend. Il a au moins 20 ans de prison. Là. Ah oui, 20 ans. On vous a dit non. Tous les comptes faits. Corruption d'argent étranger, abus de confiance, faux et usage de C'est au faux. moins 20 Alors, ans. ces peines ne sont pas cumulables, on vous l'a dit, en France. Mais maintenant, après la France, les États africains doivent s'élever. Qu'est-ce qui empêche les magistrats de prendre responsabilité dans ce pays? C'est de ça qu'il s'agit. C'est établi. Maintenant, ce n'est pas nous qui parlons, c'est la France elle-même qui dit que notre fils c'est un démon. La France elle-même dit ça. Où est le magistrat? Où sont les magistrats? Où est le justice camerounaise? Ça devait déclencher le processus. Un magistrat a le droit d'enclencher une procédure ici contre cette affaire. Ben, c'est ce que je t'ai vous dire. Je crois que le ministre Laurent Esso nous suit d'ailleurs. Il est très au parfum de... Monsieur Bertoundi, l'affaire Bolloré, ce n'est pas seulement une affaire économique, c'est une affaire politique, c'est une affaire géopolitique, c'est une affaire sociale, c'est une affaire de civilisation. On a encore un pays, le Cameroun, et on a encore un pays. Et on est digne d'être appelé homme. Quelqu'un vient chez vous, il tue 1000 de vos compatriotes. Et vos ministres, votre État, tout avec lui. Nous avons contesté le chiffre officiel. Ah oui, de la catastrophe. Le restaurant, on dit les disparus. Nous parlons des disparus. Il n'y a pas de disparus. Ça n'existe pas. Il va te dire. Le rôle de l'État, c'est de nous dire qui est disparu. Nous n'allons pas accepter ça. Voilà pourquoi moi je parle de 1000 morts. Je rejette cette affaire de chiffre officiel. Malgré le respect que j'ai pour nos institutions. Nous rejetons ce chiffre officiel, c'est pas vrai. Le président a commandé un rapport d'enquête, vous le savez. Tout à fait, le rapport. Il a rendu public la synthèse d'un communiqué officiel d'État du Cameroun. Établissant pour Bolloré est mis en cause clairement. Clairement, le premier responsable. Alors un chauffeur dit je ne conduis pas ce train, il est mauvais, il est nul, il n'a pas de frein. On dit monsieur, je ne conduis pas, donne-moi un papier. On lui donne un papier. Bon sang. Vous savez dire? Mais Bolloré a organisé la mort de 1000 Camerounais. C'est une entreprise terroriste. Pourquoi lutter contre Boko Haram et ne pas lutter contre Bolloré? Mais voilà Boko Haram sur une dimension. Beaucoup de personnes qu'on a... Ne me coupez pas, monsieur Bertoundi. Allez-y, allez-y. Est-ce que vous... voilà Boko Haram. Pourquoi lutter contre Boko Haram? Le président est engagé contre Boko Haram. C'est à son honneur, nous sommes derrière lui. Mais voilà Boko Haram.
Ah, le groupe Bolloré. Il a tué 1000 Camerounais. Et il a organisé ça. On a dit, les trains sont mauvais. Et j'ai les documents. J'ai dit que c'est que le ministre de l'État de Chef d'attendre dans les documents. Où longtemps avant le drame, des Camerounais se sont levés. On contestait la qualité des... On fait des réunions avec le staff de Camrail, avec les fonctionnaires camerounais pour démontrer que ces rails sont défectueux. Les wagons là sont des... Je vous donne. Wagons CC25, 3000. Oui. Des vieilleries importées, ramassées au Mozambique. On a des personnes, on a amené ça ici. Et vos ministres ont reçu ça. Voilà ces wagons qui ont tué les gens à Ezeka. On le savait. Les wagons achetés au Mozambique. Achetez-vous des gentils. Ramassez la poubelle. Ramassez, on a repéré, on a amené ça ici. Vos ministres ont reçu ce genre de choses. Le Premier ministre, en plein bruit, il a porté les votes pour aller là-bas. Notre Premier ministre, c'est ça qui tue les gens à Ezeka. Monsieur Bétouni. C'est quoi ça? C'est pas Boko Haram? Alors maintenant on discrimine Boko Haram. Il y a les bons Boko Haram et les mauvais Boko Haram. Donc les Boko Haram, c'est seulement les gars qui tuent. Donc je continue. Oui. Donc les mauvais Boko Haram, c'est seulement les gens qui tuent au nord. Ils sont inacceptables. Bon, lui, c'est le bon. Parce que lui, il est Boko Haram en cravate et en veste, et protégé par l'État français et ses complices camerounais. Nous n'avons pas accepté ça. C'est Boko Haram. Ça prendra le temps que ça prendra. Bolloré payera de ce crime au Cameroun. Non, pas de ça. C'est 1000 Camerounais. C'est pour ça que je voulais demander qu'est-ce qu'il risque pour les... Non, il va aller en prison en France, maintenant on va le poursuivre ici. Ah oui, c'est-à-dire que... Et il faut l'amener ici. On la prison en France, on le prend, on l'amène ici, même s'il a 200 ans, on le met ici, en prison. Et on construit une tombe, on met les chaînes autour, pour 1000 ans de prison. Mais c'est important pour la mémoire. Vous faites rire parce que je vois un peu l'image d'une tombe avec des chaînes. Et on va enseigner ça à nos enfants à l'école. Qu'une fois au Cameroun, ceci est arrivé. Ça s'appelle la mémoire nationale, le Bétouni. On entretient la mémoire. C'est ce que font les pays que vous appelez civilisés. Mais mettez-le au moins à ce niveau. Alors quand on fera des stèles pour Boko Haram, comme le président l'a indiqué, le président a indiqué une stèle aussi pour Ezeka. Mais ces stèles-là, c'est une très bonne chose pour la mémoire. Mais il faudra mettre à côté. Oui, quand il va finir sa prison en France, on va l'amener ici. Même s'il a 200 ans. S'il est déjà mort, on va construire un cercueil symbolique ici avec les chaînes. Mais maintenant, ici, s'il est blanchi en France, Bolloré, assassin de 1000 Camerounais. S'il est blanchi en France, comment ça va se poursuivre? Ça continue s'il est blanchi en France. Donc moi, je n'attends rien là, je suis français. C'est pas naïf. Je n'attends rien. Je parle de l'Afrique et des pays africains. S'il est blanchi, la conséquence sera que l'État dans l'État risque de se réveiller et de se consolider. Mais voilà l'enjeu de l'affaire. Voilà pourquoi ses amis font tout et tout pour le blanchir. Il va acheter les wagons pour la canne mâchée et consorts. Si vous regardez donc le Cameroun, on a parlé de là, de toute l'Afrique, et on va revenir avec les détails. Ça, c'est acte 1 de cette affaire, parce qu'on a les impressions de la plupart des Africains, des Camerounais. Si vous regardez la caméra, et maintenant, quel est le message que vous passez aux Africains et Camerounais, en principe, pour cette situation? Puisqu'on a suivi le reportage, il n'est pas de nous, en principe. Il est d'une consoeur étrangère et française curieusement. Alors, qu'est-ce qui doit être dit aux Africains? L'affaire Bolloré est une affaire emblématique, au-delà de l'individu. C'est une affaire qui nous dessine nos rapports avec la France et l'Occident. Le rapport d'esclavage, millénaire d'esclavage. Ça change de forme, c'est un rapport d'esclavage. Ça ne doit pas cesser. Nous sommes des esclaves. Qu'on soit en veste, qu'on soit milliardaire africain, qu'on soit président dans les pays africains, nous sommes des esclaves. L'affaire Bolloré le démontre. Le débat est celui. Voilà. La Bible dit ceci. Vous avez entendu? Toute l'Afrique, nous sommes des esclaves. Mais je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit, les Africains, nous sommes des esclaves. Pour sortir de l'esclavagisme, il faut le soulèvement populaire. Il faut la révolution pour en découdre avec les cafards. Les cafards d'Occidentaux, 666, qui ont pris la RDC en captivité, en otage, et qui ont placé un Rwandais Tutsi pour massacrer les Congolais de la RDC. Voilà le génocide au Congo RDC. Maintenant, s'éparpille dans toute l'Afrique. Regardez,
il y a 3 jours. 2 maires